Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jean-Philippe. Merci de nous avoir rejoints ce soir ici au siège de l'UDI à Paris pour cette première conférence sur la thématique environnement. Et c'est l'occasion pour nous ce soir de réamorcer le pôle écologie UDI qui a été créé au moment de la création du parti en 2012 parce que dans notre famille politique, on a toujours pensé que l'écologie était un sujet majeur, universel bien évidemment, et qui méritait toute notre attention. Et c'est l'objet de cette première conférence ce soir. Alors on a choisi une première thématique. Jean-Philippe vous la développera avec beaucoup de détails et on répondra aussi à toutes vos questions. Concernant le pôle écologie, la vocation, c'est de poursuivre le travail qui a été initié avec les experts que nous avons sur nos différents territoires UDI. Et puis nous allons certainement, dans les semaines et les mois qui viennent, intensifier ce travail. Et on fait un appel ce soir aussi à toutes les bonnes volontés. S'il y a parmi vous des experts sur leur territoire, plus urbains, plus ruraux, qui veulent nous rejoindre, nous serons très friands de vos contributions et nous vous attendons pour venir alimenter le projet UDI sur l'environnement, parce qu'on croit à l'UDI que ce qui est important, c'est ce qui part des territoires et qui remonte vers nous de manière à couvrir l'intégralité du territoire. Merci Christelle. Alors, tu as rappelé effectivement l'importance pour nous de continuer à faire vivre ce pôle environnement parce que la question environnementale fait véritablement partie de l'ADN de l'UDI et bien souvent les questions environnementales, les questions de développement durable ont été préemptées par un certain nombre de partis politiques en développant une écologie politique militante qui peut être assez éloignée de l'écologie concrète, pratique que nous souhaitons développer, que nous souhaitons porter et qui fait véritablement partie des piliers sur lesquels notre parti a été créé, sur lesquels Jean-Louis Borloo, puis Yves Jégo et aujourd'hui Jean-Christophe Lagarde ont misé pour marquer les valeurs qui sont les nôtres et que nous souhaitons défendre. Alors ce pôle environnement, on va continuer à le faire vivre ensemble avec Christelle au travers d'échanges, de réunions, de conférences, de présentations qui pourront aussi bien être organisées à date régulière ici à Paris qu'en province. Moi, je suis impatient de pouvoir venir en Savoie au mois de septembre ou dans d'autres régions, mais véritablement objectif faire vivre, échanger, comme tu le disais, faire remonter et surtout permettre de développer ensemble ce qui est le corpus idéologique sur lequel nous avons un message. Il y en a d'autres, mais sur lequel, particulièrement sur ce sujet, nous avons un message qui peut être assez différent des autres formations politiques, y compris lorsqu'il s'agit d'amis politiques. Alors, pour avancer sur ce sujet, ce soir, il vous était proposé, et Christelle va lancer le sujet, de parler, parce que c'est un sujet d'actualité, du plan énergie-climat de la région Île-de-France, que j'ai eu la chance et le bonheur de présenter en séance plénière de la région hier. Alors, l'Île-de-France n'est pas la France, mais les problématiques des plans climat-énergie sont des problématiques majeures qui vont se retrouver dans l'ensemble des territoires avec à chaque fois les spécificités géographiques, les spécificités industrielles, culturelles et qui nous permettent, en tout cas au travers de ce qui a été fait en Île-de-France, eh bien, de porter un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'engagements auxquels nous croyons profondément et où nous souhaitons que notre formation politique, nos adhérents, nos élus puissent être les porte-paroles d'une transition énergétique et écologique que nous souhaitons pour notre pays dans les décennies qui viennent. Oui, alors quelques mots d'introduction sur le sujet parce que effectivement c'est toi qui as eu la charge et en même temps je pense la chance de présenter ce projet et donc tu vas nous le présenter et nous le détailler et puis bien évidemment on pourra échanger avec vous et répondre à vos différentes questions. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une urgence climatique et environnementale qui est violente. Je vais donner quelques petits exemples. Pendant que nous allons parler ce soir,
toutes les 20 minutes, on a une espèce vivante qui disparaît sur la planète. Et c'est 1000 fois supérieur à la moyenne établie avant nous. Un autre exemple, on a plus de morts chaque année dues aux particules fines qu'à la vitesse sur les routes. Alors je le dis parce que comme c'est en ce moment un sujet d'actualité avec l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles sans séparateur, effectivement, on va faire l'économie, pardon de ce mot, mais d'un certain nombre de grands blessés et de morts sur nos routes. Mais par les particules fines, on a un nombre bien plus important de morts chaque année. Encore un exemple, c'est pas très drôle ce que je vous dis là, mais après on aura des messages un peu plus optimistes. On a eu la Bee Week il n'y a pas longtemps, la semaine de l'abeille. L'abeille est en grand danger et c'est un des enjeux de la biodiversité aussi. Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que 4 ans à vivre sur cette planète. Voilà, c'est vraiment pas très sympa. Et puis pour terminer, on a aussi chaque année, on consomme l'intégralité de nos ressources naturelles au 30 juin, nos ressources annuelles, on les consomme en une demi-année. Donc on va puiser dans nos réserves naturelles plus que ce qu'on devrait faire. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire la rareté, ça se pilote et la pénurie, ça se subit. Alors quand on a conscience de tous ces phénomènes, eh bien, je pense que le plan climat est un des éléments, mais on pourra aussi parler du plan biodiversité qui a été présenté hier par le gouvernement. Mais un des enjeux de ce plan climat, c'est de piloter la rareté, c'est aussi d'anticiper des développements industriels nouveaux, de créer de nouveaux modèles, avec notamment l'hydrogène. On a cet exemple aussi chez moi en Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement en Savoie. Une économie verte, une économie plus propre, et puis pour le bien-être de nous tous et pour pouvoir continuer le bien vivre ensemble sur nos territoires et avec une conscience plus éclairée. Bien. Alors, dans ce cadre, tu as fait un rappel des quelques chiffres qui montrent à quel point les changements climatiques, les conséquences d'un mode de consommation complètement dérégulé des énergies, aussi parce que pour énormément de raisons, l'énergie n'avait pas de coût, ou en tout cas pas de coût suffisant, comment une croissance particulièrement forte sur la période d'après-guerre, avec d'ailleurs une modification profonde, comme jamais l'humanité n'en a connu, des savoirs, des connaissances, des modes de vie, en l'espace d'une soixantaine d'années, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la fin du XXe siècle. C'est un nombre de découvertes scientifiques supérieur à ce qui avait été fait depuis le début de l'humanité. Il faut quand même intégrer les changements que nos générations, la génération qui nous a précédés, nos sociétés ont eu à subir. Alors, pour en revenir un petit peu plus au sujet qui nous intéresse actuellement, le plan climat de la région Île-de-France. On est parti d'un constat. Un constat propre à l'Île-de-France qui fait que notre région a, de ce point de vue-là, un bilan et un passif nettement pire que les autres régions métropolitaines franciliennes. La région Île-de-France est une région particulièrement dépendante, 90% de son énergie importée, qui ne produit quasiment pas d'énergie renouvelable, moins de 8% d'énergie renouvelable, et qui a été confrontée ces dernières années à une énorme croissance démographique et économique. La région Île-de-France, entre 68 et 2018, en l'espace de 50 ans, c'est 30% d'augmentation de la population, passé de 9 à 12 millions d'habitants. C'est des projections qui nous amèneront à horizon 2030 à 13-14 millions d'habitants. Donc, c'est pour 20% de la population française, c'est 30% du PIB. C'est une région souvent un peu plus industrialisée avec un développement économique plus fort, c'est-à-dire aussi un tirage en consommation d'énergie plus fort et qui n'a cessé d'augmenter.
Donc pour une région comme la nôtre, toute la question va être non pas de devenir une région qui soit autonome énergétiquement ou qui soit, comme certaines régions peuvent souhaiter l'être, notamment en Occitanie, des régions productrices nettes d'énergie renouvelable, mais d'être une région qui soit un peu moins dépendante de l'énergie qu'elle importe et une région qui soit capable d'aller produire de l'énergie renouvelable de manière plus importante. Alors ça, c'est le constat. Partant du constat, nous avons choisi une méthode pour travailler, établir un plan, c'est-à-dire ça a été plus de 6 mois de concertation au travers de dizaines de groupes d'acteurs permettant de rassembler les associations, permettant de rassembler les industriels et entreprises du secteur, permettant de rassembler les collectivités du secteur pour pouvoir confronter, expertiser, ce qui est ni plus ni moins que ce que nous souhaitons faire à l'échelle d'un parti politique, c'est essayer de partager et au vu de ce qui nous est apporté, eh bien, arriver à tirer une feuille de route commune. Sur cette base-là, nous avons souhaité produire des objectifs chiffrés, datés, à 2 horizons. À horizon 2030, c'est-à-dire l'horizon 2030, c'est du moyen terme, et à horizon 2050, 2050, c'est l'ambition, l'objectif de long terme que nous souhaitons promouvoir. Pour ce faire, nous allons travailler sur 2 piliers principaux. D'un côté, la question de la sobriété énergétique, c'est-à-dire que chaque kilowattheure a un coût, que chaque kilowattheure peut polluer et que le kilowattheure qui coûte le moins cher ou qui pollue le moins, c'est celui qui n'est pas consommé. Lorsque l'on rajoute à ça que la facture énergétique francilienne, c'est environ 25 milliards d'euros par an, qu'elle pèse principalement sur les transports et les ménages, eh bien, il y a aussi une question là-dessus de justice sociale qui est d'essayer de permettre de rendre du pouvoir d'achat aux ménages, sachant que souvent les plus impactés sur leurs factures, c'est déjà les plus précaires ou les plus fragiles. Et puis, deuxième pilier, c'est la production. Comment dans une région dont toute une partie est dense, pas toute la région Île-de-France, on est quand même sur une région à 75% verte, composée de forêts ou de secteurs agricoles. Mais dans une région qui est plus dense qu'un certain nombre de régions métropolitaines, comment développer massivement de l'ENR? Alors, pour ce faire, nous avons également décliné l'ensemble des actions proposées sur 3 grandes thématiques. La première, c'est la région exemplaire. C'est être exemplaire déjà pour soi-même dans les compétences qui sont les nôtres et que nous gérons. Être exemplaire sur nos lycées, être exemplaire sur la formation professionnelle, être exemplaire dans les transports, c'est-à-dire changer des rames de RER par des rames qui consomment 20 à 25% de moins que celles existantes aujourd'hui. Passer à des bus intégralement composés de véhicules propres, hydrogène, tu l'évoquais, électrique, gaz, ce qui permet d'avoir l'utilisation de gaz vert, de biogaz, à horizon 2025 pour Paris et la Petite Couronne et à horizon 2030 pour l'ensemble de l'Île-de-France. C'est également être exemplaire par rapport à toutes les politiques que nous pouvons porter et avoir cette logique-là en transversalité. C'est-à-dire que les questions environnementales, pour nous, ne se limitent pas à l'environnement. Elles doivent se retrouver dans l'ensemble des secteurs et des périmètres portés par une collectivité, portés par l'État. La deuxième axe sur lequel nous avons travaillé, c'est la région chef de file. La loi confie un chef de file aux régions en matière énergétique. C'est comment impulser une dynamique par rapport aux collectivités infrarégionales, comment accompagner les franciliens, les citoyens, au travers de projets participatifs locaux pour essayer de faire que chacun soit un peu acteur de cette transition énergétique, parce que les collectivités seules, si elles n'arrivent pas à agglomérer des envies, des ambitions comme un parti politique, n'aboutiront pas. Et puis, troisième volet, après la région exemplaire et la région chef de file, c'est la région lobbyiste. On est aujourd'hui confronté à un certain nombre de difficultés réglementaires, à un certain nombre de freins. Le gouvernement a commencé sur un certain nombre de sujets à déverrouiller,
à faire sauter des blocages, il en reste encore, et sur beaucoup de sujets, on pourrait parler des écotaxes poids lourds aux frontières régionales, on pourrait parler des régionalisations de l'achat de l'achat de l'électricité, on pourrait parler d'un certain nombre de normes ABF, on pourrait parler de normes en termes de méthanisation. Eh bien, nous avons une possibilité de libérer, de faire des progrès. Enfin, les objectifs, pour terminer sur ce sujet que nous nous sommes fixés, sont particulièrement ambitieux. Le premier, c'est aller vers une mobilité intégralement propre en Île-de-France. Une mobilité intégralement propre, ça veut dire sur Paris et la Petite Couronne, plus de diesel à horizon 2025, et sur l'ensemble de l'Île-de-France, plus de diesel à horizon 2030. La sortie du diesel, ce n'est pas une lubie ou une spécificité francilienne, c'est quelque chose qui s'enclenche à Tokyo, dans l'ensemble des grandes métropoles européennes, et aujourd'hui, un certain nombre de grands constructeurs mondiaux commencent même à annoncer qu'ils vont supprimer leurs modèles et leurs filières diesel à très court terme. C'est la sortie du véhicule thermique de l'Île-de-France entre 2030 à 2040. Donc, mobilité propre. Deuxième axe, c'est une région décarbonée. C'est une région qui aille enfin sortir de cette pollution que nous avons à subir. Et puis, troisième axe, c'est une région 100% ENR, c'est-à-dire une région qui fait le choix en doublant sa capacité d'ENR à horizon 2030, en la quadruplant à horizon 2050, en choisissant une importation d'énergie avec des certificats de production qui permettront dans les années qui viennent d'aller vers le choix de l'énergie que l'on souhaite consommer. Eh bien, c'est aussi de faire le choix d'une sortie du nucléaire en tant que production d'énergie, non pas en tant que facteur de recherche. On a des applications essentielles à notre pays. On a un savoir important et qui doit continuer à être développé en matière de défense, en matière de recherche, en matière de santé, de sécurité. Mais nous avons fait le choix de cette sortie pour notre consommation énergétique, qui est aussi, je crois, quelque chose de particulièrement important. Eh bien, merci parce que c'était très explicatif et en même temps très intéressant pour nous. Moi, j'ai une question avec ma casquette toujours un peu plus entreprise. Évidemment, tout ça a un coût et je crois que le budget que vous avez consacré est aussi ambitieux que les objectifs que vous mettez en face. Est-ce que tu veux bien en dire un mot? Parce que c'est une responsabilité politique que vous portez avec courage. Et quand l'argent public se raréfie, et vu la responsabilité qui est la nôtre ou qui sont les nôtres quand nous sommes élus, cet argent public est aujourd'hui dévoué à des objectifs très précis. Et peut-être qu'on peut détailler un petit peu ça. Alors, l'argent public est de plus en plus rare. D'ailleurs, on le voit d'une manière générale sur un certain nombre de plans, qu'il s'agisse de plans gouvernementaux, régionaux, départementaux, où l'attaque assez facile, assez générale et assez réductrice des oppositions, quelles qu'elles soient, quel que soit leur bord et quelle que soit leur tendance, est de dire oui, mais vous ne vous donnez pas les moyens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mobiliser des crédits publics est quelque chose de plus en plus complexe. Alors nous avons fait le choix sur cette politique d'augmenter nos budgets d'investissement. Je dis bien d'investissement puisque la contractualisation impose des normes aux collectivités qui font que la question pour nous est en fonctionnement d'arriver à soutenir l'effort. Mais en investissement, nous avons pris le choix de débloquer 150 millions d'euros d'ici au terme de la mandature, 500 millions d'euros sur l'ensemble de ce plan. 150 millions d'euros, ça correspond à une augmentation d'un peu plus de 60% par rapport aux dépenses
réels, je dis bien réels, affectés en moyenne sur les 10 dernières années par la région Île-de-France. Alors pour le faire, nous allons mobiliser l'ensemble des outils dont nous disposons, c'est-à-dire mobiliser d'une part les actions portées par la région elle-même au travers des appels à projets ou des financements que nous allons pouvoir apporter sur des porteurs de création d'ENR, au travers des aides que nous pouvons amener notamment pour les rénovations de copropriétés dégradées dans le secteur privé. Nous allons également mobiliser les moyens annexes de la région avec notamment l'usage de nos SEM. Nous avons deux outils de ce point de vue-là qui sont particulièrement intéressants. Une SEM qui s'appelle la SAERP, qui travaille notamment sur la rénovation et la construction des lycées franciliens. Et puis une deuxième SEM qui est énergie positive, qui va changer de nom pour s'appeler Île-de-France Énergie et qui a pour objectif d'une part d'accompagner la rénovation urbaine et d'autre part d'aller porter des projets de création d'énergie renouvelable. Nous venons d'obtenir 100 millions d'euros de prêts bonifiés de la part de la Banque européenne d'investissement qui vont nous permettre d'enclencher du tiers-financement pour aller provoquer et mobiliser des dossiers. Et cette SEM, dont les moyens vont aussi être mobilisés, constitue un bras armé. J'ajoute que l'avantage d'outils de ce type est aussi d'aller mobiliser des capitaux privés là où les capitaux publics se raréfient. On vient de procéder à une augmentation de capital. Une augmentation de capital sur un outil public-privé, c'est des capitaux publics, mais c'est aussi des capitaux privés. Donc on va aller chercher l'argent partout, on va le trouver et on va essayer de le mobiliser avec un souci permanent. D'une part, c'est de l'utiliser de la manière la plus utile possible. La plus utile possible, c'est quoi ? C'est que les projets qui soient retenus soient ceux qui sont le plus efficients en matière de niveau de production. On a notamment ces questions-là par rapport à la valorisation énergétique des UIOM, jusqu'à quel point on peut avoir un niveau d'efficience réelle ou pas, ou alors quel niveau de gain sur des rénovations énergétiques. Donc d'une part le niveau d'efficience et d'autre part l'effet levier, l'effet cliquet. Lorsque l'on investit un euro public, jusqu'à quel point on entraîne un mécanisme de dépenses et d'injection privée sur ces questions. Bon, je vais encore poser une question avant de vous laisser la parole et peut-être que vous aussi vous avez plein de questions à nous poser et en particulier à Jean-Philippe. Hier, le gouvernement a présenté son plan biodiversité après le plan climat, donc deux enjeux majeurs de la politique nationale. Est-ce que brièvement, tu veux bien nous en dire aussi quelques mots ? Alors, tu préfères les mots gentil ou vachard, le laudatif ou ce que je considère comme honnête? Bien. Alors, l'honnêteté, c'est mi-figue, mi-raisin. Voilà. Ce qui me gêne dans le plan qui a été proposé, c'est qu'on n'est pas sur la biodiversité du quotidien. Ce qui est proposé, qui est ambitieux et qui est important, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, c'est la création de réserves naturelles. C'est agir sur les problématiques en Méditerranée. C'est, alors ce qui est un petit peu gadget, mais qu'il faut faire, c'est une espèce de Pokémon Go sur les plantes pour permettre aux gens d'aller prendre en photo une plante sur leur téléphone, de savoir de quoi il s'agit. Mais le fait de créer des grandes réserves, d'agir sur tel ou tel sujet, d'aller agir en Méditerranée, c'est pas forcément ce qui, et c'est mon regret, ce n'est pas ce qui constitue la réalité d'une biodiversité qui est en train de mourir et de disparaître partout en France, dans nos territoires. Ce qu'on va faire, c'est très bien, on va sanctuariser des zones. Très bien. Qu'est-ce que l'on va faire au-delà de ça pour essayer dans chacun des territoires de regagner du terrain, de récupérer du terrain, de permettre à des espèces de venir reconquérir des espaces? Je pense que on est sur des logiques de grands projets, alors qui ont
un mérite, c'est de pouvoir être visibles, qui ont un avantage politique, c'est de pouvoir être communicationnellement intéressants, qui peuvent avoir un avantage financier, c'est de faire l'objet, comme ils sont très identifiés, potentiellement de partenariats de la part du privé, pourquoi pas. Mais sur ce qui est des territoires où petit à petit les espèces disparaissent, je ne suis pas convaincu, en tout cas dans les grandes mesures qui ont été annoncées, qu'on y retrouve nos petits. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'État doit quand même impulser une direction. L'État doit accompagner les collectivités sur ces sujets-là, qui sont quand même un des sujets sur lesquels la France a été le plus en recul, où depuis maintenant plusieurs décennies, on a eu des annonces de plans qui se sont succédés les uns après les autres, avec malheureusement des effets qui n'ont pas abouti. Euh, je pense qu'on aurait pu gagner à afficher le fait que l'État avait besoin des territoires, que l'État souhaitait renforcer les maillages territoriaux, souhaitait renforcer les créations des ARB prévues par la loi de 2016. Alors l'Île-de-France a été la première à se doter de cet outil, mais enfin pour l'instant, on est toujours, je crois, la seule région où alors on vient d'être rejoint. Il y avait 3 ou 4 régions qui étaient assez en avance sur ce sujet, mais je pense que sur un plan de cette nature, il aurait pu être intéressant d'aller réaffirmer le fait que rien ne se fasse justement sur les territoires, d'aller s'appuyer sur les régions, les ARB, les parcs naturels existants, d'aller véritablement sur cette question de la biodiversité au quotidien pour tous. Et quand on fixe une ligne, très bien, qu'on aille créer de grandes réserves dans des sites, j'ai pas de souci. Qu'est-ce que, par rapport à quelqu'un qui habite à Paris au quotidien, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce qu'on arrive à descendre dans les territoires? Comment est-ce qu'on arrive à descendre jusqu'aux particuliers? Voilà, je pense qu'on aurait pu aller plus loin sur ce sujet, mais je vous ai dit que j'étais sur quelque chose d'honnête, c'est-à-dire qui n'est ni tout blanc ni tout noir, qui est un petit peu entre les deux. Ce qui a été annoncé m'intéresse, mais je pense qu'on aurait dû aller plus loin sur ce volet-là. Il y en a des dizaines. Alors, on peut prendre des trucs qui soient très communicationnellement, pour reprendre ce qu'on disait à l'instant, marquants ou pas. Bon, dans le plan région, on va lancer la réalisation d'un cadastre solaire à l'échelle régionale. On l'a financé, on l'a fait de manière expérimentale à l'échelle du parc naturel régional du Gâtinais, mais c'est un outil particulièrement important puisque ça permet aux gens de mesurer la rentabilité, de calculer la rentabilité en fonction du taux d'ensoleillement, en fonction de l'orientation de leur toiture, du développement de solaire. Ça l'est également parce que ça peut permettre d'inciter la création de micro-projets locaux. Ça peut inciter des particuliers à se regrouper autour de micro-smart grid, ce qui font partie des outils à venir. Donc, je serais tenté de vous dire, le cadastre solaire peut être quelque chose, d'une part, qui peut être intéressant. Que vous dire? On pourrait parler du projet de ferme photovoltaïque de Marcoussis. Alors, projet par nature qui n'est pas encore démarré, puisqu'on parle de projet. C'est l'aménagement sur une cinquantaine d'hectares situés sur la commune de Marcoussis, sur des terrains qui étaient des friches, des délaissés, par le CIGEF, qui est un syndicat de production et de gestion d'énergie francilien, dans lequel la région a pris des parts pour être acteur de ce sujet. Eh bien, c'est le développement de cette ferme photovoltaïque qui va
s'inscrire dans les appels de la Creux pour développer ce qui sera, je l'espère, d'ici 15 à 18 mois, la plus grande ferme photovoltaïque d'Île-de-France. C'est l'une des plus grandes située au nord de la Loire. Que vous dire d'autre? Dans d'autres domaines, on pourrait parler des développements de géothermie. La géothermie fait partie, lorsque l'on parle de mix énergétique et de mix d'énergie renouvelable, des atouts et des savoir-faire historiques de la région. Nous avons par exemple un très beau projet qui a été fait. Il faut savoir que l'Île-de-France, on creuse aujourd'hui en géothermie profonde dans la nappe du Doguer, c'est environ à 1800-2000 mètres. On va pousser jusqu'au Trias à 2002-2003 et on vient de livrer, il y a de cela quelques mois, un forage de géothermie qui est assez exemplaire sur la commune de Grigny, en Essonne, qui est assez exemplaire à plusieurs titres. Déjà parce qu'il est à cheval sur le territoire de deux communes, Grigny et Viry-Châtillon. Deuxième chose, parce qu'il a permis, venant chauffer une quote-part de logement social, mais également de logement privé, sur un secteur particulièrement impacté financièrement par des charges de chauffage colossales, de faire diminuer de manière importante ce que payaient les gens dans une commune qui fait partie des communes symboliques des difficultés urbaines. Je rappelle que l'appel de Grigny qui avait prévalu à la commande du plan Borloo, c'est pas pour rien s'il a été fait dans cette commune. Alors, là-dessus, beaucoup de choses. Déjà, chose importante, euh, je crois profondément que les, serait complètement illusoire de vouloir décider quelque chose et le mettre en application du jour au lendemain. On est sur des mouvements qui doivent être accompagnés et on doit en fait accompagner une transition. Une transition, elle ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'on l'a décidé, parce qu'on l'a décrété, parce qu'on l'impose pour tous. Elle se fait à des rythmes différents en fonction des territoires, en fonction des besoins des uns et des autres, en fonction de la réalité des choses. C'est aussi pour ça que dans le plan francilien, on a, par rapport à ce qu'est cette transition des véhicules sur le diesel, on a cranté 2025 et 2030. 2025, c'est à la fois loin mais très court, c'est 7 ans. 2030, c'est 12 ans. 12 ans, moi j'invite chacun à se dire 12 ans en arrière, que faisiez-vous? On n'avait pas forcément la même vie, on n'avait pas forcément l'imagination de ce que serait notre vie aujourd'hui. Et lorsque l'on parle de la sortie du véhicule thermique en Île-de-France, c'est une fourchette 2030-2040. Donc là, on est ce vers quoi nous souhaitons aller. Et on souhaite y aller en se donnant le temps d'assumer cette transition avec des réalités qui sont aussi profondément différentes entre Paris ou la zone dense en termes de pollution, pollution de l'air, pollution sonore, vous l'avez dit concernant le véhicule électrique, de problématiques de circulation, mais qui n'est pas la réalité de la Grande Couronne ou qu'on peut retrouver dans certains secteurs de province avec des secteurs moins denses, des temps de transport en durée et en kilométrage plus longs. Donc on a vraiment cette logique d'assumer une transition sur une durée, de ne pas être dans la violence et d'être, ce qui me semble extrêmement important, si on veut être dans une logique d'écologie non pas punitive, répressive et qui au fond fait plus peur aux gens qu'elle ne les rassure, d'être dans une logique d'accompagnement et d'incitation. Allez, je te laisse conclure parce que là on va épuiser tout le monde. Merci beaucoup. Alors peut-être quelques mots pour vous remercier toutes et tous de votre participation ce soir. Peut-être aussi vous remercier, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. On va poursuivre nos échanges autour d'un verre de l'amitié et puis on se donne rendez-vous
en vous souhaitant aussi de très belles vacances. On se donne rendez-vous pour la prochaine réunion et le prochain temps fort du pôle écologie UDI en Savoie, où là je jouerai, ça sera mon tour de jouer à domicile. Et pour vous donner, alors ça sera le 10 septembre, comme ça me permet aussi de faire un petit focus et de faire un petit peu de publicité. Ça sera au retour de nos universités d'été qui auront lieu le 7, le 8 et le 9 à Port-Barcarès. C'est pour ça qu'en remontant de Port-Barcarès, on pourra s'arrêter en Savoie. Pour celles et ceux qui veulent s'y arrêter, vous êtes les bienvenus. Vous verrez, il fait un petit peu froid en Savoie généralement, à cette époque-là un peu moins, mais on est plutôt accueillant et chaleureux. Donc vous êtes les bienvenus, et pour, sans dévoiler l'intégralité du programme, mais comme il y a des sujets qui sont éminemment transverses entre nos régions, on a une journée qui est d'ores et déjà en train de se dessiner autour d'une visite d'une ferme où on fait un beau projet de méthanisation. On fait aussi, alors peut-être pas comme dans la vallée du Rhône ou dans le Bordelais ou en Bourgogne, mais on fait aussi du vin en Savoie. Et on sera en pleine période de vendange, donc on pourra parler un petit peu d'écologie et de bonnes pratiques avec nos amis viticulteurs. On a également un syndicat qui est présidé par mon binôme au département, qui est Savoie Déchets, où on a une belle politique aussi de recyclage des déchets environnementaux notamment. Et puis, je dévoile pas le reste parce qu'il faut quand même que je te conserve quelques surprises, mais en tout cas, je t'encourage à venir avec une bonne paire de baskets parce que cette journée sera sportive.